Très bien, ok, super. Donc, je vais couper le son pour le moment et puis de toute façon, en fin de session, où il y aura la possibilité de poser des questions par rapport à la présentation. Cette présentation va durer à peu près une petite heure. On va essayer un petit peu de ne pas déborder. Donc, on va essayer j'allais dire, de caser les sujets que je souhaitais aborder dans cette présentation. Et puis voilà, vous n'hésitez pas donc à poser des questions ou envoyer peut-être des questions par chat si en cours de route il y a quelque chose qui va pas ou que si vous avez un problème de connexion, des choses comme ça. Donc très rapidement, moi je me présente, je travaille donc pour Cadlog sur la partie HDL, tout ce qui est outil HDL de développement, donc c'est la partie par laquelle je suis en charge. Donc je m'occupe en l'occurrence du support technique sur cette gamme de produits, en l'occurrence on peut parler de mode Questa, etc. Mais il y a plein d'autres produits, ça va de la traçabilité des exigences aux outils de développement HDL, etc. Voilà. Bon, je pense que je vais couper la vidéo si je peux me permettre. Et on va pouvoir commencer directement. Je vais couper le son. Oui, bon, juste. J'ai une petite seconde, j'ai un petit blocage, je relance. Voilà, très bien. Alors, en introduction, on va donc aborder toute la partie debug. On va regarder essentiellement les sujets de Waveform Compare et de Dataflow. Ça sera suivi donc d'une petite démonstration pour illustrer ces deux fonctionnalités importantes. On va suivre avec la couverture de code. Donc, quelles sont les options de la couverture de code et comment on peut faire le déploiement dans l'outil de simulation. Et puis une introduction aux assertions, en l'occurrence le PSL cette fois-ci, avec une démonstration pour illustrer l'application. Évidemment, on terminera par des questions-réponses à la fin. Donc, en guise d'introduction ici, tout ce qu'on peut dire, c'est que selon les experts donc, de l'industrie, il y a un fossé donc, qui se crée, bien sûr, entre un fossé de vérification, tout simplement, entre ce que nous devons faire et ce que nous sommes en mesure de faire pour vérifier les grandes conceptions. Ce fossé donc se creuse chaque année. Et selon les experts, nous devons faire donc de notre mieux pour améliorer nos méthodes et outils de vérification avant que l'ensemble de nos calendriers de projets ne soient pris en charge par des tâches de vérification. Mais que se passe-t-il si l'écart de vérification se produit réellement en raison de l'adoption continue des méthodes standards de l'industrie? Par exemple, est-ce qu'on va suivre tout le temps les meilleures pratiques de l'industrie sans garder à l'esprit que le but de nos efforts est de créer un produit avec moins de bugs possible? Alors là, je fais allusion justement à tout ce que proposent les fondeurs, par exemple, avec ces plateformes de développement, avec un certain nombre d'IP, etc., qui accélèrent la productivité au niveau de la conception et du design, mais évidemment, ça ne facilite pas les choses au niveau de la vérification, surtout pour des designs assez complexes aujourd'hui. Maintenant, on va répondre, et avant de rentrer dans les détails, je veux partager avec vous donc une question de Wilson Research Group, c'est-à-dire où vous passez votre temps pour la vérification. Donc, vous pouvez voir que 43% du temps, donc, comme on voit ici, est passé dans la vérification des FPGA, utilisé donc pour le débugage, 21% pour la création de simulations, de tests et d'exécution, et 20% pour le développement de test bench. Alors maintenant, la question,
Comment pouvons-nous donc améliorer la productivité de la vérification? On a déjà parlé qu'on doit apprendre du côté du design. Les méthodes déjà qui ont fait leur preuve côté design, on va essayer de les appliquer côté vérification. C'est-à-dire, on doit d'abord maximiser donc la réutilisation, ce qui minimise donc le temps que vous avez à passer à développer votre environnement de test et le temps que vous avez à passer dans le débugage du test bench. On doit également améliorer l'automatisation, ce qui signifie que vous devez automatiser la création de test bench et des stimuli et identifier automatiquement ce qui a été testé. Puis, dernier point et non des moindres, nous devons augmenter le niveau d'abstraction. Cela signifie que vous devez utiliser donc des langages de programmation orientés objet pour améliorer l'efficacité de la création de votre banc d'essai ou test bench et que vous devez débugger donc à un niveau supérieur à celui d'Epin pour optimiser l'efficacité des débuggage. Pour parler un petit peu de debug, ici, on a un large éventail justement de fonctionnalités qui sont intuitives dans l'environnement de débugage. Aujourd'hui, l'interface est indépendante, donc elle est unifiée quels que soient les langages. Nous avons également accès à une base de données pour le débugage, moyennant donc les fenêtres structurelles et le data flow. Nous pouvons également utiliser les waveform compare pour faciliter donc le debug entre différentes versions du même design, moyennant certaines modifications ou à différents niveaux d'abstraction. Également, on utilise le code coverage pour mesurer la pertinence ou l'efficacité de vos test bench. Et bien entendu, vous connaissez très bien la simulation interactive, mais également ce qu'on appelle post-sim, c'est-à-dire la simulation qui va travailler sur la base de données enregistrée. Et donc là, on va travailler à froid, on va pouvoir faire le debug et on a quasiment les mêmes outils dans le même environnement. Tout ça pour dire que dans l'outil, on a un environnement qui est riche pour le debug, mais qui concerne tous les langages et tous les niveaux d'abstraction, soit en RTL ou en gate level, par exemple. Pour entamer cette partie de debug, on va commencer par évoquer, par exemple, lorsque vous avez à sauvegarder une simulation, comme on peut le voir ici. Comme on peut le voir ici, donc j'ai un vsim -view demo, ça veut dire tout simplement, je charge une simulation déjà préalablement enregistrée. D'accord? Donc avec ça, je vais pouvoir accéder à tous mes résultats de simulation. D'accord? Donc sans avoir à recharger celle-ci. Donc je vais pouvoir faire un lien toujours entre les événements dans ma fenêtre Wave et ceux dans la fenêtre du data flow. On va le voir plus en détail par la suite. On va pouvoir donc tracer donc des événements ou tracer des objets à partir de la fenêtre instance et faire un lien justement dans la fenêtre du data flow. Bien entendu, la possibilité de faire des liens ou de recherche justement entre ces instances ou ces modules dans la fenêtre source code de ce design. Pour la partie, on va dire, process, tout ce qu'on peut voir, c'est que toutes les fenêtres sont liées avec la fenêtre process et on peut donc afficher tous les process ensemble dans la même fenêtre, quel que soit le langage, donc de façon indépendante par rapport à un langage. Ici, pour la partie data flow, donc en général, ça va nous permettre justement de pouvoir naviguer justement entre les connectivités de votre design, les connectivités physiques de votre design, de pouvoir tracer des événements, d'accord? On va pouvoir donc identifier les causes d'événements inattendus, faire le lien ou suivre un driver ou un récepteur justement pour les signaux, pour le net et le registre. Alors qu'on peut le voir ici, il suffit de faire un clic droit, donc sélectionner un signal ici, clic droit, faire add data flow, et puis on sélectionne l'élément pour pouvoir donc le suivre.
Dans le Dataflow, on distingue deux choses, le Dataflow graphique et texte. Dans la partie graphique, tout simplement, on va venir sélectionner ici, on a par exemple cette instance ici, on a ce signal. En clic droit de la souris, on peut faire un chase X pour chercher donc les causes de l'événement. D'accord? Et par la suite, on peut faire donc un lien direct avec le code source, donc la description ici, comme on peut le voir ici dans le code source. Pour la partie texte, par exemple, je me pose la question de chercher donc le driver de ce signal PRDY_R. Tout simplement, je vais le prendre ici, un clic droit, ça va me donner voilà, un menu tout simplement. À partir de ce menu, je vais pouvoir faire Show Driver, donc il va m'afficher toute la liste des drivers, d'accord? Voilà. Et on a plus de détails bien sûr, on a les pros, ici on a le nom du signal. Et on a la ligne, le numéro de la ligne de code ici, directement, donc la ligne 108. Donc je peux choisir et je peux naviguer de cette manière-là. Autre outil, je dirais, de debug, le Waveform Compare. Donc au préalable, on va commencer par enregistrer ce qu'on appelle une dataset de référence, un résultat gold, d'accord? Et puis à partir de là, on va pouvoir faire des comparaisons contre une simulation enregistrée, la simulation courante ou une partie de la simulation. Donc on peut le voir ici, c'est dans la partie Tools, Waveform Compare, et donc là, on va pouvoir donc démarrer le Comparison Wizard. C'est un utilitaire qui va nous aider justement pas à pas pour cette partie de debug. Alors comment ça se passe? Donc on ouvre le wizard. Donc ici on va en chercher, donc on a un browse pour naviguer, chercher donc la data de référence WLF. Voilà. On va pouvoir dire comment on veut, dans quel mode je veux faire la comparaison. Donc je vais comparer tous les signaux. Et je fais Compute Differences Now. Donc là, je demande le lancement du calcul. Et donc, je découvre dans le transcript donc, les résultats de comparaison. Donc là, j'ai trouvé des différences. Voilà. Donc, c'est très, très simple d'utilisation et c'est quelque chose qui est disponible dans Modesim. Maintenant, pour afficher les résultats, donc, on peut les regarder sous forme de texte. Donc là, on peut sortir un rapport justement des différences de façon textuelle. On peut donc faire des sauvegardes et des différences et également des règles qui ont servi à générer ces différences. Voilà. Dans la partie graphique de la fenêtre Waveform, on distingue bien donc les écarts et les différences. Et comme on peut le voir ici dans les messages, dans la fenêtre Waveform, on a des termes comme match quand il n'y a pas de problème et diff pour les différences, comme on peut le voir en rouge ici. Vous avez également la possibilité de pouvoir faire déplacer le curseur de façon automatique d'une différence vers une autre en appuyant sur les flèches. Donc, pour faire une petite démo là-dessus, on va partir sur un petit exemple et on va sauvegarder des résultats pour faire le Waveform Compare et faire le Dataflow. Alors, tout simplement, je vais commencer par créer un projet. Donc, j'en profite pour créer un projet. Donc, Project, je lui donne un nouveau nom. D'accord. Exactement, je fais OK, je fais Add Existing File, donc je rajoute les fichiers que je vais utiliser. Ouvrir, OK. Donc ici, on me demande de compiler. Clic droit, donc je fais Compile Order. Donc là, il gère la dépendance des fichiers VHDL. Je fais OK. Après, donc là, il n'y a plus à charger la simulation. Donc vsim-wlf. Pourquoi? Parce que je veux forcer de créer un WLF qui s'appelle Gold, parce que sinon, par défaut, il s'appelle vsim.wlf. J'en ai besoin pour faire la comparaison. Voilà. Donc, et puis, je charge le test _sm. Voilà. Je charge donc la simulation. Je rajoute les signaux, donc add wave étoile. Voilà, je rajoute les signaux. Et je lance la simulation sur 750 nanosecondes. Voilà. Très bien. Donc ici, je peux prendre n'importe quel signal. On voit bien qu'il y a un lien entre la fenêtre instance et la fenêtre objet. Donc, clic droit sur les signaux sélectionnés. Je fais Dataflow. Donc, Dataflow du signal.
Voilà, donc j'ai ouvert la fenêtre Dataflow. Voilà. J'agrandis la fenêtre. J'ai la fenêtre Waveform embarquée, vous voyez, qui se rajoute ici en dessous. Je sélectionne l'instance et ça me rajoute donc les signaux donc, dans la fenêtre Waveform en dessous. Voilà. Si je déplace le curseur, bien entendu, ça met à jour les niveaux dans la fenêtre Waveform. À partir de n'importe quelle sélection, je peux faire un expand de reader ou de receiver. Ça me permet de me déplacer sous forme schématique, je dirais, dans les instances, dans les process. Voilà, je peux sélectionner et donc dans le menu, j'ai plusieurs possibilités. Voilà. Je peux faire reader, voilà, je peux faire tout ça. Autre chose, et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir donc chercher un endroit ou un X qui est dans mon design et pouvoir naviguer de façon automatisée pour le chercher. Donc tout simplement, je clique ici, je fais trace X, voilà. Donc je remonte aux causes directement de façon graphique. Voilà. Comme on peut le voir ici dans la fenêtre Wave. Ici, comme vous pouvez le voir, je peux actualiser le temps, donc positionner le temps du curseur sans avoir à retourner à la fenêtre Wave. Je peux faire directement dans la fenêtre Dataflow. Voilà. Voilà comment on peut faire. Je peux de là, en double-cliquant, partir sur le code source. Donc, et à partir de là, un clic droit. Je peux également dans le source annoter le code source. Donc, vous voyez, je peux mettre des valeurs directement embarquées dans le code source. Voilà. Je peux modifier le current time, donc je peux déplacer le curseur directement dans la fenêtre source également. À partir de là, un clic droit sur la sélection, je peux chercher Show Driver ou Show Receiver. Voilà. Voilà. Donc le reader, j'en ai deux, voilà. Ça me permet de naviguer cette fois-ci dans la partie texte. Voilà, les drivers ici. Donc je vais quitter la simulation. Maintenant, je vais relancer. Mais avant de faire ça, je vais partir sur mon test. Je vais apporter une modification. Voilà, j'ai agrandi le code source. Je vais tout simplement changer une pattern dans mon test. Tout simplement, voilà. Donc, j'ai fait un commentaire. Donc, voilà, je remplace cette pattern AA, AB, voilà. Voilà, je commente l'autre. Je sauvegarde. Et bien sûr, il faut que je recompile ce fichier. Donc. Je peux directement faire un recompile en faisant la sélection. Voilà, un recompile. Et donc, je n'ai plus qu'à recharger la simulation qui va tenir compte de cette modification, vsim le test. Vous vous souvenez, au préalable, j'avais déjà enregistré donc la fenêtre avec Gold WLF, la fenêtre de simulation. Là, je peux directement rajouter les signaux et lancer la simulation sur la même durée, 750 nanosecondes. Je prends Tools, Waveform Compare, Compare Wizard. Donc là, j'utilise l'utilitaire de comparaison. Je prends le Gold comme étant ma référence. Et puis, je fais Next. Et je le compare avec la simulation actuelle. Je compare tous les signaux. Je fais Next. Next. Et je lance la comparaison. Donc tout de suite, je vois bien les différences qui sont affichées dans... j'ai 16 différences qui sont affichées ici dans la fenêtre transcript. Et bien entendu, la vue graphique avec toutes les différences. Et j'ai les boutons donc, pour pouvoir me déplacer d'une différence à une autre. Donc la mise en œuvre est très très rapide.
Oh, ça permet tout simplement, si jamais vous avez fait une modification, de voir quel est l'impact sur les résultats. Vous pouvez également apporter des tolérances. Hein, si vous faites des comparaisons, par exemple RTL avec le gate, et voir un peu, vous introduisez des marges et voir un peu la différence, c'est le dépassement de la marge. Donc là, par exemple, on va pouvoir afficher la même différence, mais dans la fenêtre liste, donc avec les deltas, etc. Donc ça permet d'avoir une vision différente cette fois-ci. Et on voit les écarts qui sont en jaune, donc les différences on sélectionne les signaux au travers donc de temps de simulation avec le delta. Après, bien sûr, on peut sauvegarder les résultats, compare.diff, et on peut également sortir des rapports texte, etc. Voilà, on peut faire un compare.txt pour afficher donc le rapport texte. Voilà ce que je peux dire sur cette petite démonstration qui a illustré donc la fenêtre Dataflow et le Waveform Compare pour comparer différentes simulations. Voilà. Donc le sujet suivant qu'on va aborder, c'est la couverture de code. Donc en fait, les capacités de couverture donc, de code avancées qui sont dans le modèle SIM fournissent donc des métriques utiles pour la vérification systématique. En fait, toutes les informations de couverture sont stockées dans une base de données qu'on appelle UCDB. On va y revenir par la suite. Cette base de données est utilisée pour collecter donc, et gérer toutes les informations de couverture dans une base de données très efficace. Donc, les utilitaires de couverture qui analysent les données de couverture de code, telles que la fusion, donc pour le merge, le classement pour le rank de test, sont disponibles. Voilà. Et donc, en fait, les résultats peuvent être visualisés directement de façon interactive après la simulation ou après une fusion de plusieurs cycles de simulation. Donc, les résultats peuvent être appliqués sur une instance ou sur une unité de conception, ce qui offre une certaine flexibilité dans la gestion de données de couverture. Les types de couverture de code pris en charge donc, incluent le statement, le branch, condition, expression, toggle et state machine, et c'est ce qu'on va voir par la suite. En fait, la couverture de code ou code coverage donc, est une technique automatisée qui identifie donc le code qui n'a pas été testé. Mais cela ne vous dit rien sur la correction fonctionnelle. Il vous implique tout simplement que si le code a été exécuté ou non. Voilà. Il ne nécessite pas de changement dans votre conception actuelle ou votre approche de simulation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout ce qu'il faut faire, c'est pour la partie compilation, il faut rajouter un switch, voilà, pour informer le simulateur de type de couverture que vous voulez donc collecter. Et pour le chargement du design, un autre switch, donc moins coverage pour charger la simulation. Dans les diapositives qui vont suivre, donc je vais essayer de passer en revue les différents types de couverture de code. On va commencer par, on va dire, le plus simple, c'est statement coverage. Donc, on va venir compter l'exécution de chaque instruction sur une ligne individuellement. Alors, même s'il y a plusieurs instructions dans une ligne, bien sûr, qui sont séparées par un point-virgule. Une déclaration se termine toujours par un point-virgule, comme vous le savez. Donc, après, dans cet exemple, on peut le voir ici. Il existe donc différentes manières de débugger la couverture, comme on peut le voir dans la ligne 167, où vous avez deux instructions. Voilà, vous avez un point-virgule et vous avez deux instructions. Et donc, vous avez les résultats qui sont directement dans la fenêtre Code Coverage Analysis ici, parce qu'on est calé sur Statement, et dans la fenêtre Détail qui, elle, va venir justement détailler les deux statements ici. Donc, vous pouvez donc voir chaque déclaration individuellement dans les résultats de détail, en fait. Vous avez dans le code coverage, vous avez donc le branch coverage qui compte donc l'exécution de chaque instruction conditionnelle if, then, else et case, et donc indique quand une condition est vraie ou fausse, n'a pas été exécutée. Comme vous pouvez le voir ici dans la fenêtre, l'analyse sont toujours les mêmes que pour la couverture de statement.
Vous voyez ici donc un exemple de couverture de branche, comme on peut le voir ici. Voilà. Voilà. On a donc les résultats dans la fenêtre détail ici. Dans la partie FSM, la même chose. Donc, on va compter donc les états, les transitions, etc. et les chemins. En plus de la fenêtre couverture, coverage detail et coverage analysis ici, on a également la vue graphique de la machine d'état. Donc, on a les états avec les transitions et donc on peut afficher directement de façon graphique le nombre de transitions, etc. Autre type de couverture, donc la couverture de conditions. Donc, elle va venir analyser la décision considérée comme une extension de la couverture de branche. Dans la ligne 137 ici, qu'on va voir, j'ai donc un XC en rouge, ce qui signifie que cette condition n'est pas entièrement couverte. D'accord? Donc, la fenêtre détail sur la couverture donne plus d'informations, comme on peut le voir ici. Donc, le premier tableau indique la couverture par entrée. Dans cet exemple, nous avons deux entrées. Donc, la première, ici, c'est le MSB du signal exponent 10 qui est égal à 1. Et le second, c'est le signal exponent 10 égal à 0. La première entrée est entièrement couverte, mais la seconde a un trou de couverture. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que dans le tableau suivant, dans ce tableau-là, on a d'autres détails. Donc, on a par colonne ici. Dans les 1, vous pouvez voir que si le MSB de l'exponent 10 n'est pas 1, affecte la sortie de conditions uniquement de l'exposant de conditions non masquant 10, ici. D'accord? Ce n'est pas 0, donc il est vrai. Dans la ligne 2, vous pouvez voir que le MSB de l'exponent 10 est à 1. Vous n'avez pas besoin d'une condition non masquante, car cette entrée est efficace. Il est déjà... voilà. Voilà, déjà, voilà, comme on peut voir ici, cette entrée, déjà, elle affecte la sortie déjà directement ici. Donc, on n'a pas besoin de conditions. Ce qu'on voit ici dans la dernière colonne ici, c'est que ce cas, l'exponent 10 n'a jamais été mis à 0. Donc, ça, n'a jamais été couvert. Donc là, ce qui positionne donc le trou de couverture qui est ici. Donc là, il faut revoir donc peut-être les tests pour voir pourquoi. Est-ce que c'est un oubli, etc. Pour pouvoir couvrir ce cas manquant. Dans la partie toggle, on va regarder donc l'activité à chaque fois qu'un nœud logique passe d'un état à un autre. Donc, on va mesurer cette activité-là. Ici, on peut voir un logic state DNF, d'accord, de 9 à 0 ici dans la fenêtre d'analyse de couverture. La fenêtre de détail donc va positionner tous les nœuds, l'ensemble des signaux, le nombre de nœuds et le nombre de transitions. Donc, on est à 80% ici de couverture. On peut remarquer ici, par exemple, que dans l'exponent, nous avons deux bits ici qui ne sont pas couverts, qui sont exclus, parce qu'il y a un E ici, donc ils ne font pas partie des statistiques. Voilà. Si jamais je modifie l'exclusion, voilà, je retire l'exclusion, je peux obtenir sur le toggle 100%. Pour l'utilisation de la couverture de code, tout simplement sur des fichiers ou sur un ensemble de fichiers, on utilise donc la commande vcom pour le VHDL. Donc VHDL, le vcom, l'ensemble des fichiers avec surtout le plus vcover. Le plus cover, tout simplement, égale à bcest, B pour branche, C pour condition, E pour expression, S pour statement, F pour finite statement machine data, donc, et T pour toggle. Voilà. Donc, on peut de manière sélective choisir l'un ou l'autre ou choisir l'ensemble de ces éléments, ce qui déterminera donc le type de données qu'on va collecter après la couverture de code. Pour un design en Verilog, tout simplement, c'est la même chose, mais c'est juste le vélo qui change ici. Par contre, pour charger le design, tout simplement, en plus de vcom ou du vlog, on va faire un vsim moins coverage pour pouvoir mesurer, donc échantillonner donc les statistiques de couverture de code.
Alors, une fois qu'on a lancé la simulation, pour mesurer la couverture de code, on peut poser donc une question. C'est est-ce que j'ai suffisamment couvert est-ce que j'ai atteint mon objectif de couverture tel que souhaité. Donc, en fait, est-ce que, par exemple, 95% de code coverage est suffisante? Voilà, ce genre de questions. Pour y répondre, il y a plusieurs façons. Soit il y a des choses qu'on a oublié de couvrir, donc là on revoit un petit peu le test, soit tout simplement de façon délibérée, il y a des choses qui ne sont jamais couvertes. Donc là on va passer à des exclusions. Et les exclusions, on peut les aborder de deux façons différentes. Soit directement embarquées dans le code moyennant des pragmas spécifiques, comme pragma off, pragma on, avec un certain nombre de lignes de code ici, ou on va passer par des commandes type TCL commande ici, coverage exclude, etc. Donc on va pouvoir exclure n'importe quelle ligne ou n'importe quel nombre de lignes ou d'un nombre de lignes à un autre, etc. Donc il y a plusieurs options. Évidemment, l'avantage de celle-ci, c'est que le code restera, je dirais, portable, puisqu'on n'introduit pas d'éléments dans le code source directement. Une fois qu'on a sauvegardé les résultats de simulation avec la couverture de code, cette information se retrouve dans la base de données UCDB. UCDB, c'est pour Unified Coverage Database. Alors, cette information, on peut l'utiliser après coup dans la fenêtre qui s'appelle Verification Browser. Donc, c'est une fenêtre qui existe dans ModelSim. Vous l'ouvrez et vous faites Add, clic droit. Ça vous permet donc de rajouter tous les résultats de simulation qui peuvent correspondre à différents scénarios de test. Et derrière, on peut, avec un clic droit, faire soit une fusion, donc un merge de ces différents tests, okay, ou faire un classement, parce qu'il y a également la possibilité de faire le rank pour ces différents tests. Le classement se fait sur une pertinence de temps CPU, de résultats de couverture, etc. On peut donc générer le rapport HTML. Le rapport HTML, on peut dire oui ou non, on souhaite également sortir le code source. Après, si on partage ce document avec tierce partie, on peut donc ne pas sortir le code source. Voilà, et on a donc les différents rapports HTML qu'on peut partager, etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans les applications de sûreté, la couverture de code est très largement, abondamment utilisée depuis très très longtemps. Ça a commencé, je dirais, moi je le connais plus dans la partie aéronautique au départ, c'est l'une des plus contraignantes d'ailleurs. Voilà. D'autres industries sont arrivées comme le ferroviaire avec la EN séquence 128, la séquence 129. Les gens de l'automotive avec l'ISO 26262 et le médical et ainsi que d'autres industries. On va faire une petite démonstration. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, je vais reprendre un exemple d'une mémoire ici. Ah, tout simplement. Je vais compiler un petit design d'une petite mémoire avec un contrôleur. Voilà. Je fais un change directory, je me positionne. Je peux faire l'option de couverture directement en graphique, coverage, je coche les choix que je veux, ou bien je fais ça dans un script d'un fichier .do avec l'option plus cover. Donc, dans le plus cover, je vais collecter tous les types de couverture. Voilà, j'ai compilé. Le vsim -coverage pour charger avec la couverture de code directement. Je vais ajouter donc les signaux. J'ai un do wave.do. J'ai déjà préenregistré le wave.do dans lequel il y a les signaux qui m'intéressent. Do wave.do, voilà. Et je vais donc lancer derrière la simulation. Exactement.
Voilà. Donc ici, dans la fenêtre SIM, je clique droit et je vais ajouter des colonnes qui ne sont pas disponibles ou en supprimer d'autres. Et donc, en fonction de mes choix, de ce qui m'intéresse comme type de résultat, comme statement, branche, voilà, etc. Donc, je peux cocher, décocher et donc personnaliser l'affichage des résultats. Donc ici, par exemple, j'ai rajouté de nouvelles colonnes sur statement graph, branche et toggle, par exemple. Voilà. Je peux faire la même chose ici sur la fenêtre File. Donc là, j'ai les résultats par fichier, comme on peut le voir ici. Les couleurs, bien sûr, sont customisables en fonction de ceux que vous estimez pertinents pour vous. Ça permet de rapidement voir qu'est-ce qui manque. Je peux faire ça par instance aussi. Voilà. Dans la partie source, je fais annotate le code source. Donc, je vais annoter le code source. Comme ça, j'ai également des informations, en plus de la couverture, également des résultats de simulation, des valeurs, des signaux et des registres, par exemple. Je déplace le curseur sur les lignes. Ça me donne le nombre de fois ça a été visité par le test bench. On peut le voir ici. Il y a des numéros sur la colonne hit. Les roses, la partie rose, c'est les parties non exécutées, non vues par le test. Je vais prendre ici comment on appelle ça, la fenêtre d'analyse. Voilà, dans la fenêtre d'analyse, elle affiche, en fonction de mes choix, que ce soit statement ou branche dans ce cas de figure. Quand je sélectionne une branche, ou par exemple dans conditions, je sélectionne, c'est la fenêtre à gauche du détail qui se met à jour. Voilà, ça permet de comprendre le résultat. Je reviens ici, je peux sélectionner n'importe quelle ligne, je peux faire un exclude selection, donc je peux faire une exclusion directement graphique ici, voilà, et on le voit ici dans le transcript. Je peux sauvegarder ça dans un fichier .do en faisant exclude .do, comme ça je peux rejouer les exclusions. Voilà. Ici, je peux faire un save, je peux sauvegarder donc les résultats de couverture de code avec l'extension UCDB, la base que je vous avais dit tout à l'heure. Je fais OK. On suppose que j'ai plusieurs résultats déjà préalablement sauvegardés. Dans la fenêtre Verification Browser, je fais Add File et je rajoute ces résultats-là dans la fenêtre. Voilà. Et là, je peux faire un traitement. Clique droit dessus et je peux faire une fusion. Je lui donne un nom et donc je génère la fusion. Voilà, je fais un merge. Je peux également faire un classement sur la même sélection. Voilà, je fais un rank. Ça peut être par temps CPU, etc. Donc, il y a plusieurs critères ici. Voilà, je fais OK. Et donc, je peux positionner et classer mes résultats. Évidemment, on génère le rapport HTML. J'ai coché source code, donc je peux l'afficher. Je peux choisir ce que je veux voir comme type de détail de collection de résultats. Donc, j'ai la structure de mon rapport. Voilà. J'ai accès au code source. J'ai les différents rapports ici, donc de statement, de branche, etc. Là, c'est les parties statement, tout ce qui est en vert, ce qui a été donc vu directement. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, donc c'est très très facile de générer ça. Voilà un petit peu, très rapidement, hein, c'est très simple d'utilisation. Alors l'impact sur le temps de simulation, c'est 1-2%, c'est pas beaucoup. Alors donc c'est sur des simulations, je dirais ordinaires, on ne se rend pas compte qu'on a lancé donc la couverture de code. Alors le dernier point que je souhaite aborder, c'est les assertions. Donc on va commencer par faire un petit rappel. Donc, d'après Wilson Research Group, justement, ils ont fait une étude, justement. Ils ont posé des questions sur les tendances de l'adoption de la vérification dynamique FPGA.
Et comme vous pouvez le voir, qu'au fil des ans, de plus en plus de projets de conception de FPGA adoptent des techniques de vérification aussi avancées que la couverture de code ou la couverture fonctionnelle. Bon, on n'a pas abordé la couverture fonctionnelle, peut-être ce sera dans une autre session. Et aujourd'hui, une autre technique de vérification avancée, c'est les assertions. Avec les assertions, vous pouvez donc améliorer l'automatisation et augmenter le niveau d'abstraction. Un petit peu ce qu'on va aborder maintenant. Si je me positionne sur un flow de vérification actuel aujourd'hui, à base d'un test bench qu'on va lancer pour simuler les conditions d'une erreur. Donc, on va regarder le résultat qui se propage en sortie et on va pouvoir donc comparer ce qui a été attendu pour voir s'il y a une violation dans le test. Voilà un petit peu le principe aujourd'hui. Avec les assertions, donc ce qu'on appelle ABV, Assertion Based Verification, donc cette nouvelle méthode, donc ce qu'on va voir, c'est lorsqu'on regarde ici dans ce DUT, donc il peut être composé de plusieurs blocs. Dans ces blocs, il peut y avoir des protocoles d'interface, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter des assertions à des endroits stratégiques très parlants dans la conception, comme ici, et on va lancer la simulation. Dès lors qu'il y a une violation d'une assertion, on est tout près de l'endroit, donc dans le temps et dans l'espace, tout près de l'endroit où il y a eu cette violation. Donc, on connaît les signaux incriminés, les signaux qui sont concernés par cette violation, et on connaît le temps où a lieu cette violation. Voilà, donc c'est un gain de temps assez important que procurent justement les assertions. Alors, la première question sur les assertions est qu'est-ce qu'une assertion? En termes simples, une assertion est une description concise d'un comportement désiré ou non souhaité. Cela peut être une simple relation entre deux signaux ou une fonction complexe s'étendant sur plusieurs périodes. Alors voici un exemple d'une spécification pour un comportement simple qui stipule que, par exemple, un signal d'accusé de réception, un knowledge, doit suivre un signal de requête, request, entre 1 et 3 cycles d'horloge. Voilà. Alors on peut voir ça. Donc les assertions, combien, où et comment. En fait, les assertions, on va pouvoir les positionner, comme on l'a dit, dans des endroits qui sont pertinents. Je ne sais pas moi, l'encodage d'une machine d'état, vérifier un protocole, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités d'utiliser les assertions. Les gens qui peuvent les utiliser sont les gens de la vérification et les développeurs, donc les concepteurs. Alors, concernant les concepteurs, ça va être donc des assertions de bas niveau, je dirais. Ça peut être, par exemple, pour une FIFO, est-ce qu'il y a overflow, underflow? Donc voilà, c'est vraiment des assertions qui peuvent être embarquées dans le code directement, ou bien au niveau vérification, et là on est directement lié à la spécification, ça va être pour vérifier des protocoles, pour checker ou contrôler les problèmes de domaine d'horloge, etc. Pour écrire une assertion, on a plusieurs possibilités. Donc soit on va utiliser le HDL, donc ça va être le VHDL ou le Verilog, soit ça va être le OVL, donc Open Verification Library. Donc, c'est une librairie, il y a une donation, comment dire, à Accelera aujourd'hui. En fait, c'est une bibliothèque de checkers de base, de bas niveau, hein, comme on avait vu tout à l'heure avec l'index pour un FIFO, le underflow, overflow, ce genre de choses. Et c'est une bibliothèque qu'on va pouvoir utiliser. Sinon, on va utiliser donc les assertions à base de PSL ou de système Verilog. Le PSL, c'est pour Property Specification Language, donc ça vient d'un langage très très lointain développé par IBM à l'époque, qui s'appelait Sugar. C'est dans la prof formelle, donc ça s'appelle PSL aujourd'hui. Le système Verilog, c'est une extension du Verilog 2001, voilà. Donc en général, les gens qui développent en Verilog, c'est vrai que naturellement, ils vont vers les assertions en système Verilog. Ou bien QVL, qui est donc une bibliothèque propriétaire, je dirais, plutôt pour Questa. À titre d'exemple, si on reprend le même exemple tout à l'heure, mais cette fois-ci une description en VHDL sur quelques lignes de code, une assertion en PSL, ça serait donc la propriété, on lui donne un nom et on lui demande de toujours checker, toujours vérifier que quand le signal request arrive, donc
suivi donc par un knowledge entre 3 cycles après. Voilà, entre 1 et 3 cycles, l'horloge après. Voilà. Le point virgule est suivi d'eux, donc voilà. Le Verilog, la même chose, donc ça peut être plusieurs lignes, mais le système Verilog en insertion, c'est quasiment la même chose. Le point virgule est remplacé par double dièse ici, voilà. Et le rose, ça veut dire un niveau haut, un front montant sur un knowledge, tout simplement. Donc suivi de un knowledge. Voilà. Alors la structure de langage PSL, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut la voir de façon pyramidale. Sur la base, on a toutes les expressions booléennes ici, voilà. À partir de là, on va construire des séquences. Donc là, on rentre dans la couche temporelle. Et de là, on construit des propriétés. Voilà, on construit une propriété. Maintenant, à la propriété, on va lui donner des directives pour dire au simulateur qu'est-ce qu'il doit faire en cas de violation, ce qu'il doit continuer, etc. Donc, on donne des directives. Et au niveau top, ici, on a le concept de la V-unit. La V-unit, c'est un concept qui permet, par exemple, de dire à quoi va venir s'appliquer le fichier PSL. Sur quel élément, voilà. Parce que le fichier PSL, ou plutôt l'assertion PSL, peut être embarqué dans le code source, moyennant des commentaires. Donc là, on casse un peu la portabilité du code HDL et les autorités de certification n'aiment pas ça. Mais on peut l'appliquer en fichier externe et pour ça, on passe par le concept de VUnit. Très rapidement, je décris ici une assertion. Donc, assert, always, voilà, on a CS, point virgule, etc. Donc, ici, comment on va la découper? Donc, en rouge, c'est toute la partie booléenne, donc la logique booléenne, donc les AND, etc. Suivi, ce qu'on voit ici dans l'assertion. Ici, on a la séquence. Donc, on a des points virgules. Après, on va définir la propriété. La propriété, ça veut dire always, toujours, donc vérifier ça. Et une fois qu'on a la propriété, donc on va définir une directive, le assert, c'est-à-dire check, donc vérifier toujours, voilà, etc. Voilà un petit peu comment se décline une assertion. Alors dans l'outil, on a des outils de debug, donc tout simplement on a la fenêtre analysis pour les assertions qui permet donc de visualiser toutes les assertions qui sont disponibles et de montrer le langage, le nombre de failures ou le nombre de passes voilà, sur ces assertions pour pouvoir les débugger. Dans la fenêtre Wave, on a donc un trait bleu ici pour dire que l'assertion elle est inactive, vert pour dire qu'elle est active, triangle rouge vers le bas lorsqu'il y a une violation, triangle vert vers le haut, ça veut dire qu'elle est passée. Directement. Dans le transcript, on a des informations sur les temps de violation et également sur le temps de démarrage des assertions ici qui ont échoué. Un dernier exemple ici, par exemple, je veux regarder quand le signal request est au niveau haut ici, il est suivi par un knowledge. Le plus lent, c'est 20 cycles, d'accord, 20 cycles le plus lent ici, d'accord, puis après, un knowledge va venir apparaître ici. Donc, comment on peut l'écrire? Tout simplement, on va faire un rose, donc request, c'est-à-dire ici, c'est un niveau haut, request est suivi d'une entre 0 et 19 ici, voilà, donc là, on a 20 cycles, d'accord, puis après, un knowledge et non-knowledge ici, not knowledge ici. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La VUnit, donc voilà, nous avons une entité, une architecture, et donc la VUnit sur l'architecture RTL ici, voilà, qui va venir faire un binding justement entre le fichier PSL sur quoi il va venir s'appliquer par rapport au code HDL. Au niveau de la compilation, ça sera un VCOM du fichier VHDL, mais il faut faire un -PSL file pour dire que derrière, je veux compiler le fichier .psl, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui peut changer par rapport à une simulation classique.
J'en ai fini. Donc, dans la partie assertion, on a ce qu'on appelle le Thread Viewer. C'est une fenêtre qui nous permet de débugger, donc de dérouler l'assertion dans les cycles, dans le temps ici. On a toute la décomposition de l'assertion, ainsi que les variables ici. Ça nous permet de la comprendre et d'essayer un petit peu de débugger ce qui s'est passé. Pareil, je vais faire un dernier exemple pour illustrer l'utilisation de l'assertion. Je vais prendre l'exemple d'une DRAM contrôleur, mais on va plutôt regarder les opérations read, write, refresh ici. Donc voilà, j'ai deux blocs, une DRAM ici et un contrôleur. On va regarder le write enable not avec underscore n, donc ici, qu'on va regarder pour cette simulation. Je lance voilà, donc je compile, je ne rentre pas dans les détails, donc je compile avec le vcom, mais moins PSL file pour compiler mon fichier PSL. Je lance la simulation vsim directement. Voilà. Et puis, je lance, voilà, je rajoute les signaux, voilà. Je fais un run-all, et on voit que j'étais jusqu'à 246 800 nanosecondes. Voilà. Ça, parce que je n'ai pas activé donc mes assertions. Okay, donc j'arrête la simulation, je redémarre, mais je vais activer les assertions. Comment les activer? Dans la partie vsim, je vais rajouter le switch moins assert debug. Moins assert debug, ça veut dire que je vais pouvoir débugger en mode assertion. Donc je compile avec l'argument moins PSL file, et pour le vsim, voilà, je vais vous montrer carrément la fenêtre. Donc je retire le do, je tape vsim, j'ouvre la fenêtre de simulation. Je vais pouvoir rajouter dans les options, dans Others, dans les options de simulation, moins assert debug. Alors, une fois que c'est fait, donc je cherche mon test bench, OK. Donc là, je charge avec le debug d'assertion. Voilà. Je rajoute mes signaux. Exactement. Et je lance la simulation de l'intérieur. Et là, on voit tout de suite que j'ai arrêté à 3800 nanosecondes parce que j'avais dit au simulateur, dès qu'il y a une violation, il faut s'arrêter. Voilà. Donc, j'ai gagné du temps, donc un rapport entre 3800 et 246 000 et un rapport de 65. C'est un gain de temps. Et je sais tout de suite qu'il y a une violation, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je vais pouvoir, j'ai repéré dans la fenêtre Wave le triangle rouge. Je vais dans ma fenêtre, dans le menu Wave ici, et je vais afficher donc mes signaux incriminés. Donc, assertion debug, voilà, ça m'ouvre cette fenêtre-là, et je vois donc les signaux qui sont concernés par cette violation directement. Donc, je reconnais le write enable ici. Je vais pouvoir l'afficher dans le data flow qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. On voit bien le même state avec write enable et la situation, je suis en position ref2, voilà. Ce qu'on peut voir ici, voilà, comme on peut le voir ici, donc j'ai l'état ref1, ref2, et j'ai le write enable ici qui est à 1 uniquement sur ref1 ici. D'accord. Après, il passe à 0 sur ref2. Voilà. Juste pour vous montrer ça. Voilà, donc en déplaçant, on voit bien, je double-clique ici pour partir sur le code source. Voilà, dans le code source ici, j'ai la description. Là, vous ne le voyez pas, c'est même state égale à ref1. Ça, c'est la partie, on va dire, buggée. Et la bonne description, il faut qu'il soit à niveau 1 sur ref1 et sur ref2. Je peux directement par la suite aller regarder où c'est défini mon assertion. Je vais dans la fenêtre assertion, je double-clique sur l'assertion qui a échoué. J'ai directement, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc j'ai l'assert ici. Je ne sais pas si on voit bien, on a un rose sur le signal refresh. L'état même state, donc le plus longtemps qui va rester en idle, c'est entre 0 et 14 cycles ici.
Voilà. Et donc, la flèche ici, ça me permet de faire donc le lien entre l'assertion qui a échoué et sa description. OK. Donc là, c'est les séquences qui se suivent ici. Voilà, donc ici, je vais demander le treat viewer. Cet outil-là me permet donc de débugger, de dérouler donc l'assertion dans le temps. Voilà, je fais un zoom, je fais un expand all pour afficher et dérouler toute l'assertion. Voilà, donc là j'ai tous les cycles en nanosecondes et là j'ai tous les signaux en bas, voilà, qui sont concernés avec les niveaux ref1, ref2, voilà, et le niveau sur write enable qui est ici. Donc là, ça c'est la logique booléenne justement au moment où il y a eu l'échec ici. Voilà. Voilà, tout simplement pour faire rapidement. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette présentation. Donc, on a vu un peu des fonctionnalités de debug avec le waveform et le dataflow, le waveform compare et le dataflow. Rapidement, on a regardé la couverture de code et puis une petite introduction aux assertions à base de PSL. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, on pourra regarder ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou par téléphone ou avoir des informations sur notre site. Par contre, si vous avez des questions-réponses maintenant, je peux essayer de répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne pour une question? Voilà. Allô? Oui. Bonjour. Oui, Olivia Léon de Eolan, bonjour. Oui, bonjour. Concernant les assertions, c'est disponible sur toutes les versions de modèle SIM ou c'est spécifique à certaines versions? Très bonne question. Les assertions sont dans la version DE. Il y a la version PE qui contient tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que les assertions sont dans le modèle SIM DE. La différence entre PE et DE, c'est les assertions et la plateforme Linux. D'accord. La différence de prix entre PE et DE, elle est de combien déjà? Ça, j'ai pas ça du tout en tête. On pourra en parler, ou peut-être je demanderai à Monsieur Join de vous le dire. Oh, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. Mais si vous voulez jouer avec, je pourrais en tout cas toujours vous prêter une DE pour regarder. On fera un exemple ensemble. D'accord. Ok, très bien. D'autres questions? C'est vrai que j'étais un petit peu rapide, c'est normal, parce qu'il faut bien que je reste dans un créneau d'une heure. Mais voilà. Mais n'hésitez pas, on peut toujours revenir sur n'importe quel sujet. Bonjour Pierre Liotto. Est-ce que les slides ou la vidéo, vous allez la mettre en ligne, vous allez la partager pour qu'on revoie un peu, parce que effectivement, comme vous dites, vous êtes allé un peu vite à certains endroits, mais bon, c'est pas grave. Tout à fait, avec plaisir. Justement, vous serez, comment dire, informé par mail pour pouvoir aller récupérer cette présentation. Vous allez recevoir donc un email pour vous dire comment la récupérer. D'accord, merci. Je vous en prie.